D'abord, bonjour et bienvenue. Moi, je suis ravi de vous accueillir pour cet atelier autour du rapprochement entre associés et de l'installation de l'avocat. Je suis Zakaria Maxoud et ça fait maintenant 5 ans que je suis chez Diapaz. Auparavant, j'ai passé 7 ans chez un autre éditeur spécialisé en cabinet d'avocat. Je vais laisser Michel se présenter. Michel Lerrer, je suis associé du cabinet Jury Management. Et mon associée est intervenue ce matin, elle est présente même dans la salle. Voilà. Et donc le thème de cette... alors on n'appelle pas ça table ronde, on appelle ça atelier. C'est la problématique de l'installation versus l'association. Enfin, je le résume comme ça, c'est peut-être un petit peu lapidaire, mais c'est vrai que c'est une des questions qui se posent aujourd'hui, en particulier pour les jeunes avocats qui entrent dans la profession ou les collaborateurs qui réfléchissent à leur devenir. On sait très bien, avec tous les éléments qu'on a vus ce matin, et en particulier les statistiques, qu'avec 66 000 avocats, on a parlé de près de 30 000 avocats à Paris, 66 000 ou 65 000 avocats en France. Donc il se crée également toute une série de questions sur le devenir. Est-ce que je souhaite, par exemple, rester un avocat expert technique et trouver une collaboration dans un cabinet, et peut-être, pourquoi pas, rester sur cette collaboration, ou est-ce que je souhaite évoluer sur ce qui était avant naturellement la vie d'un avocat, c'est-à-dire l'installation, ou est-ce que je fais des allers-retours avec le monde de l'entreprise, qui n'est pas aujourd'hui totalement exclu, et ce qui est même d'ailleurs, quand on regarde concrètement la réalité. On sait aujourd'hui qu'au sortir des écoles d'avocats, il y a pas mal d'entreprises qui viennent recruter directement des collaborateurs salariés de leur direction juridique. On sait aussi qu'il y a beaucoup de professionnels qui étaient dans le cadre d'entreprises salariées et qui se lancent dans l'installation en tant qu'avocat ou la collaboration dans les cabinets. Donc, toutes ces passerelles aujourd'hui existent puisqu'on est sur un secteur, un marché en pleine évolution. Et bien également de ce côté-là, il y a les évolutions. Donc l'idée, c'est peut-être de vous donner quelques pistes sur ce que peut être une installation, on va dire, réussie, ce que peut être une association réussie, ce que j'aime bien appeler un peu les tops et les flops en cette matière. Comme on n'est pas très nombreux, on va peut-être faire juste un petit sondage. Qui aujourd'hui est installé à son compte parmi vous? D'accord. Qui est installé à son compte seul? D'accord, également. Qui est collaborateur? Je travaille. Comment? C'est vrai. Très bonne réponse. Ça, c'est du management d'équipe. Vous allez chercher les idées et vous les développer dans votre activité. C'est d'ailleurs intéressant, on pourra en parler, on va dire de l'équipe idéale quand on est avocat. Comment est-ce qu'on exerce? Est-ce qu'on est forcé d'exercer? On peut exercer individuellement mais pas seul, et on peut se doter d'une équipe. Tout dépend un peu de la matière, du secteur que l'on va traiter, du domaine dans lequel on va être. Donc toutes ces questions se posent bien naturellement. Je ne sais pas comment, c'est toi qui as prévu le plan un peu de ces interventions. Comment tu veux est-ce que tu veux que je pose un peu le problème en général sur les enjeux? Sur les enjeux, oui. Après, moi, j'interviendrai plus en particulier sur l'après installation physique et technique du cabinet. D'accord. Voilà. Très bien. Donc on avance. Et on avance, et surtout, vous êtes invité à nous interrompre ou à poser des questions ou à parler de cas pratiques qui vous concernent. Et peut-être qu'on pourra vous aider à avoir des débuts de solutions ou à appréhender les questions. C'est bon? Bon. Alors donc Michel, lorsqu'on prévoit de s'installer, par quoi doit-on commencer? Par se poser la question de savoir si c'est bon de s'installer. C'est la première question. Aujourd'hui, on peut le dire. Naturellement, enfin, comme disait, je ne sais plus qui, mais il le disait fort judicieusement, à l'époque de la fusion entre conseil juridique et avocat, quelle année? Bien. Ouais, il y a une série de questions comme ça aussi.
Au moment de la fusion entre les avocats et les conseils juridiques, on avait tendance à dire la différence entre un avocat et un conseil juridique, c'est que l'avocat forme ses futurs concurrents, alors que le conseil juridique forme ses futurs associés. Et c'est vrai qu'on n'était pas loin de la vérité. C'était un peu la nature était, à l'époque, la collaboration n'était pas très développée et l'installation était, on va dire, la règle. C'est pour ça qu'à Paris, on trouve encore, les statistiques fluctuent, mais on trouve encore 11 à 12 000 avocats qui exercent en individuel. Alors ça veut dire qu'ils exercent seuls, mais ils exercent en individuel, en structure individuelle. Ils peuvent être en cabinet groupé, ils peuvent être en SCM, etc., mais ils exercent en individuel. Donc vous faites la différence, il y a encore un bon tiers de la profession qui n'exerce pas en structure. Ça, c'est une première constatation. La deuxième constatation, c'est qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a dit ce matin, et qui était une table ronde que j'ai considéré de très très bonne qualité sur la vision de l'évolution de la profession, sur la vision de pas mal on va dire, de paramètres de l'évolution de la profession, on a tendance à dire qu'aujourd'hui, l'installation est quelque chose de risqué, voire déconseillé, ou déconseillé parce que risqué. Mais c'est vrai que l'entreprise, c'est le risque également. Donc, mais voilà, force est de constater qu'une installation prématurée, aujourd'hui, entraîne, parce que tous les phénomènes d'isolement, de non-partage de connaissances, de non-partage de pratiques, de non-complémentarité, je ne parle même pas d'interprofessionnalité, mais au sein même de la profession d'avocat, le fait de pouvoir travailler dans des domaines complémentaires et ensemble apporte au niveau de la pratique, au niveau de la réussite de son développement, un grand nombre d'avantages. Donc la première tendance, c'est de dire attention, l'installation seule, c'est une installation plus risquée et plus problématique. Alors, ça ne veut pas dire que le reste est idéal, hein. L'association apporte des écueils, mais c'est vrai que dans la réflexion qu'on peut avoir de prime abord, l'installation, c'est a priori une installation groupée et plutôt sous forme associative. Alors après, on a parlé ce matin d'ARPI, on a parlé d'associations, les structures d'exercice. Aujourd'hui, le meilleur véhicule, le véhicule pour mener à bien un développement, c'est une structure d'exercice. Quelle que soit sa forme, c'est une structure d'exercice avant toute chose, pour pouvoir capitaliser un certain nombre de choses, pas simplement patrimonialiser, mais capitaliser un certain nombre de choses et de valeurs sur la structure elle-même, et non pas sur la tête de chacun des membres de ce cabinet. La tendance naturelle des avocats, c'était de venir ou de développer une clientèle, et de travailler la clientèle ou sa clientèle, y compris au sein d'un groupement d'avocats. Ce qui fait qu'on trouve des cabinets dans lesquels vous avez une structure, mais avec autant de clientèle qu'il y a d'avocats. D'ailleurs, quand on fait des sondages au sein de ces cabinets-là, il est fréquent que moins de 50% de la clientèle ait travaillé plus d'un associé ou avocat au sein du cabinet. C'est preuve qu'il y a une notion encore trop grande d'appartenance, de propriété de la clientèle, qui aujourd'hui se justifie de moins en moins. Avant, c'est exact qu'on avait dans l'idée que la valeur que l'on portait, c'était la valeur de la relation avec sa clientèle et la clientèle qu'on avait avec soi. Dans sa pratique, c'était un fort intuitu personné. Ça veut dire que l'intuitu personné a été gommé, mais il se développe différemment. Et donc l'avocat, quelque part, sa seule préoccupation, c'était de maîtriser, de ménager sa clientèle, de la développer. Malheureusement, dans certaines associations, avec l'idée qu'un jour, peut-être, ils auraient à repartir avec leur clientèle. Et donc la réflexion, c'était de dire, eh bien, moins je partagerai ma clientèle avec les autres, et plus je sécuriserai ma relation avec elle. Et on sent bien qu'aujourd'hui, ce modèle-là est terminé, parce que la clientèle cherche autre chose. On l'a vu ce matin avec la gamme de services que la clientèle attend. Elle attend de la part des cabinets d'avocats avec lesquels elle travaille des services variés, un guichet unique bien souvent. On a parlé ce matin de différentes l'interprofessionnalité, mais même au sein, restons dans le noyau avocat, au sein du noyau avocat aujourd'hui, la spécialité a gagné. Aujourd'hui, les avocats généralistes, je ne sais pas combien d'entre vous sont généralistes ou se déclarent comme tels.
vous avez tous des domaines de spécialité ou des domaines des dominantes, même si vous n'avez pas le certificat de spécialité. Eh bien aujourd'hui, un client potentiel va rechercher une série de services ou de spécialités, et c'est vrai qu'au sein d'une structure, si on trouve ces spécialités, on va avoir tendance à rester dans une relation privilégiée avec un seul cabinet. Et alors, après, vous avez des clients, plus le client est gros, important, plus c'est un groupe ou un institutionnel, plus il aura tendance à lui-même dispatcher ses dossiers en fonction de tel ou tel cabinet ou de telle ou telle spécialité. Mais quand on travaille avec de la PME ou dans le TI de la PME, on va avoir comme vocation d'offrir une palette de services, de domaines dans lequel le client va pouvoir se retrouver, et donc du coup, on va renforcer sa relation avec le client parce qu'on lui apportera les services qu'il attend. Ça, c'est juste pour poser un petit peu le débat. Donc, réfléchir à son installation, c'est réfléchir à beaucoup de choses, et c'est prendre le temps de cette réflexion nécessaire. C'est d'interroger son entourage, pas forcément des spécialistes ou des professionnels du conseil, mais également son entourage, son réseau amical, pour pouvoir, ne serait-ce que comprendre ce que l'on est et comment on souhaite être perçu par les autres, et comment on est perçu par les autres. Donc il y a tout un travail au départ d'élaboration de la structure, de l'offre que l'on va pouvoir apporter, de la différenciation avec les autres, pouvoir s'adresser à une clientèle ou aller rechercher une clientèle plutôt qu'une autre. Est-ce que je m'adresse au grand public? Est-ce qu'on a vu ce matin l'un de vos confrères qui a changé plusieurs fois de métier tout en restant avocat, jusqu'à arriver à une clientèle plutôt grand public dans un domaine qui est celui du dommage corporel? Eh bien tout ça, ça doit non pas être juste une juxtaposition d'opportunités, comme ça a pu l'être pendant longtemps, mais aujourd'hui ce n'est pas un luxe pour l'avocat de se poser, même à un moment avancé de sa pratique professionnelle, pour se dire, bon, je vais faire un arrêt sur image et je vais analyser un petit peu mon environnement, ma pratique, et je vais pouvoir maîtriser mon développement. Avant, un avocat, c'est simple, il posait sa plaque, je parle de l'époque pas très lointaine, je suis en 91, où il y avait environ 20 et quelques mille avocats en France, et où il suffisait grosso modo de poser sa plaque et de pouvoir développer par juste une stratification de sa clientèle, au bout d'un moment, une activité qui était une activité tout à fait honorable et réussie. Aujourd'hui, poser sa plaque, ça ne suffit pas, loin de là. Et vu la concurrence, vu la qualité de cette concurrence, vu la multiplicité de ces concurrents, dans la profession et hors de la profession, il faut pouvoir donc cibler des marchés, cibler des domaines d'activité, aller à la rencontre de confrères qui pratiquent des domaines qui sont compatibles, complémentaires, et développer, y compris des cabinets de niche ou des cabinets de spécialité. Et ces spécialités ne sont pas forcément des domaines du droit. Avant, on avait classiquement des cabinets de spécialité, de droit social, droit public, et qui avaient une très belle pratique. Aujourd'hui, on va plutôt aller réfléchir sur, et pas exclusivement, mais sur des positionnements sectoriels. Et d'ailleurs, il y a le Village de la Justice qui a fait une enquête il n'y a pas si longtemps que ça sur les attentes des clients dirigeants d'entreprise par rapport aux avocats. Et la connaissance de leur secteur d'activité était un des points essentiels de cette attente, de ces attentes. Donc, il n'est pas rare aujourd'hui de voir se développer des cabinets qui, même au cours de leur existence, évoluent. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré dans le sud de la France un cabinet dans lequel il y avait un des associés qui faisait du droit commercial, mais également du droit rural, un autre du droit social et un autre de la fiscalité. Il s'avère que c'était une région dans laquelle il y avait un fort développement du monde agricole, rural, et à ce moment-là, ils ont décidé de donner une orientation, ça s'est fait en un jour, mais une orientation à leur cabinet, et ce cabinet s'est transformé en cabinet spécialiste de la ruralité, avec toutes ses composantes, du social affecté à tout ce qui est problématique sociale au sein des coopératives, au sein des entreprises agricoles, d'autres la fiscalité, etc., etc. Donc,
cette réflexion sur le devenir, soit en cas d'installation, soit en cas d'association, et qui est un raisonnement indispensable. Si certains d'entre vous sont à ce stade de leur réflexion, n'hésitez pas à en parler pour qu'on puisse échanger et s'enrichir de nos expériences mutuelles. Comme tu l'as dit précédemment et comme a insisté Caroline lors de la conférence, avoir un projet, c'est commencer par prendre le temps pour construire sa stratégie. L'investissement pour une société de service comme la vôtre, c'est votre temps non facturable. Et une fois qu'en fait vous êtes prêt à consacrer ce temps à votre stratégie, alors on passe par plusieurs étapes. La première étape, ça va être comment définir ses objectifs, comment construire sa stratégie et son plan d'action, et déterminer les moyens pour y parvenir. Je vais laisser Michel développer ces sujets-là. Alors c'est le slide suivant. Non, on est là. Ouais. Alors définir ses objectifs, c'est pas uniquement des objectifs en matière de chiffre d'affaires, mais ça doit l'être également, parce que le point d'entrée de toute réflexion, contrairement aux usages de beaucoup de cabinets d'avocats jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas la réflexion par les charges, mais c'est la réflexion par les objectifs que l'on veut atteindre. Et ensuite, on va réfléchir aux moyens que l'on va se donner. Mais encore aujourd'hui, à Paris en particulier, beaucoup de cabinets sont plombés par les problématiques de charges. Charges salariales, charges en matière de collaboration, mais également et principalement charges locatives, par exemple. Et tout cela, c'est un frein au développement, en fait. Parce qu'on ne réfléchit pas à ce que l'on veut mettre comme moyen pour atteindre des objectifs donnés, mais on réfléchit simplement à minorer les charges ou à les limiter. Et là, on arrive à un problème qui est celui du développement. Et le point essentiel, c'est par exemple pour un avocat qui s'installe et qui commence à développer son activité, c'est bien évidemment le point limite qu'il va atteindre très rapidement, d'ailleurs, hein, s'il n'est pas trop mauvais, c'est le point limite de ce qu'il peut délivrer. Et par rapport à ça, de son temps qu'il va pouvoir, en dehors de son temps de production, libérer pour continuer à développer, à mettre en place des bonnes pratiques, à mettre en place des outils, ça tu reviendras dessus, mais tout ce temps-là nécessaire va être vite absorbé par un autre temps qui est celui du temps consacré au client et à la production. Et là, on va arriver vite aux limites. On estime peu ou prou qu'un avocat peut, par ses propres moyens, facturer au maximum 200 000 euros à peu près de chiffre d'affaires. C'est un peu, on tourne toujours autour de ça, peu ou prou, il y en a qui sont un peu plus performants, ça dépend de la pratique, ça dépend éventuellement de l'horaire de résultat, mais si on prend une pratique avec ne serait-ce que le temps passé, avec une moyenne de tarifs horaires, vous ferez vite le calcul, et on arrive environ à 200-250 KE. Or, une fois qu'on est arrivé à cela, il va falloir prendre la décision, mais pas forcément quand on est déjà, c'est un peu trop tard déjà à 250, on n'y arrive pas facilement. Mais prendre la décision à un moment donné de dire, tiens là, j'ai besoin d'une ressource. Et si je ne prends pas cette ressource, je ne vais pas pouvoir continuer mon développement. Alors certains vont dire, moi, ça me suffit 200 KE, une facturation seule par mois, je gagne bien ma vie et ça va me suffire. Sauf qu'aujourd'hui, ce postulat n'est plus valable parce que le marché évolue et que si on n'est pas suffisamment armé pour aller vers les clients, pour offrir diverses activités ou divers domaines d'activité, on ne va pas aller à la rencontre des besoins des clients. On va être de moins en moins visible. Donc on va avoir de plus en plus de mal, ne serait-ce que conserver la clientèle qu'on a acquis. J'ai en tête des cas très précis d'avocats qui avaient atteint une très belle pratique, par exemple en droit des sociétés, je ne sais pas si certains ici en font, droit des affaires, droit des sociétés, et qui avaient un bon portefeuille. Le seul problème, c'est que les attentes et les demandes des clients à l'extérieur ont changé entre-temps. Et donc là où on attendait une qualité, des prouesses et une expertise technique juridique, on attend d'autres choses aujourd'hui que certains ne peuvent pas fournir. Un simple exemple, on vous amène un très beau dossier parce que vous avez une relation extraordinaire avec un prescripteur qui est un expert comptable et qui vous met sur un dossier dans lequel il y a une restructuration d'une centaine d'entreprises à faire dans un groupe. Vous êtes tout à fait capable de le faire. Vous allez proposer un tarif, vous allez faire un budget,
et vous allez faire surtout un budget d'heures et de temps. Or, vous allez proposer à votre client de le faire en, allez, on va dire 2 mois, 3 mois, parce que vous n'avez pas que ça à faire. Vous n'avez pas de ressources. Le client peut parfaitement revenir, alors qu'il vous a confié dans une première intention de dossier, et vous dire, écoutez, ça ne va pas le faire, parce que moi, les investisseurs ou la tête du groupe me demandent de le faire en 15 jours. Et vous n'êtes pas structuré pour me le faire. Et le dossier, qui est parfaitement à votre niveau, au niveau capacité technique et expertise, eh bien, il va vous échapper uniquement parce que vous n'avez pas les ressources pour délivrer et pour sortir le dossier en temps et en heure par rapport aux desiderata du client. Voilà, tout simplement, ce qui peut poser problème aujourd'hui. Même chose pour un institutionnel qui confierait des dossiers de contentieux de masse. Il faut non seulement mettre en place des outils pour pouvoir les traiter et industrialiser certains process, pour rentabiliser le dossier, mais il faut pouvoir avoir le temps de le faire. C'est se poser pour le faire. Et là, le premier réflexe pour celui qui s'est installé, c'est de dire, je prends les dossiers, je les traite parce qu'il faut sortir les dossiers, et de ne pas mettre en place des outils qui vont lui permettre de pérenniser cette relation, et donc de se mettre en risque. Donc c'est tous ces écueils qu'il faut éviter en se fixant des objectifs, de se dire, ben, qu'est-ce que je veux atteindre? Est-ce que je veux atteindre des institutionnels pour avoir du récurrent en matière contentieuse, ou est-ce que c'est plutôt le conseil que je vais privilégier parce que je sens que c'est la tendance actuelle? On a parlé ce matin de certains domaines dans lesquels il y avait une chute libre des contentieux, une déjudiciarisation. Eh bien, je me dois, moi en tant que professionnel, de devancer cela et de dire ben, quelles sont les activités que je vais pouvoir faire, même si j'aime le contentieux. Parce que certains me rétorquent que « Ah oui, mais non, on aime ça, le contentieux, etc. » On peut parfaitement garder une partie d'activité en contentieux, mais développer des activités rentables avec une clientèle solvable, c'est la première mission de l'avocat s'il veut vivre honorablement de son métier. Sinon, il fait autre chose. C'est pas du tout une critique, hein, c'est juste une constatation qu'une activité doit être rentable, qu'elle doit s'adresser à une clientèle solvable et qu'elle doit, si possible, se développer pour pouvoir délivrer le service qu'attend le client. Donc ça, c'est l'objectif à définir. Et c'est forcément l'objectif financier. Par exemple, aller voir un banquier aujourd'hui sans un business plan, pour un avocat, c'est criminel. Or, beaucoup ne se posent pas la question. Aller voir des futurs associés ou un cabinet qui est en attente du domaine d'expertise que je porte, sans venir leur proposer un prévisionnel, un business plan, c'est tout juste pas sérieux aujourd'hui. Avant, c'était le cas. Avant, on se rencontrait, on s'était croisés dans tel dossier, on s'aimait plutôt bien, on a une bonne réputation, on déjeune 2-3 fois, parce que c'est toujours très convivial, et puis après quoi? Après, ben, c'était avant ce qu'on appelait un agrégat de professionnels qui, pour se sentir moins seuls, se mettaient ensemble, partageaient des locaux et éventuellement un peu de personnel, mais ne partageaient pas de vision ni d'objectif. Il n'y a pas très longtemps de ça, j'ai un de vos confrères qui est venu paniquer parce que pour la première fois de sa vie, il avait une quarantaine d'années, il avait été contacté par un cabinet qui souhaitait acquérir sa compétence, l'intégrer. Et ils lui ont dit tout simplement, ben, amène-nous un business plan pour savoir comment on s'organise, à quel moment on va devoir faire des recrutements, à quel moment on va devoir staffer, et puis prévoir tout simplement pour nos locaux, parce que d'ici 2-3 ans, ben, on va évoluer, etc. Et il était en incapacité lui-même de convertir sa pratique et son expertise en quelque chose pouvant être intégré dans un business plan. À la rigueur, il voyait bien les charges qu'il pouvait sortir, mais par contre, de modéliser son offre, par exemple. Hein, en l'occurrence, c'était quelqu'un qui faisait de l'API, mais l'offre, il n'avait pas formalisé cette offre. Donc lui-même, quand il s'adressait à ses clients, il ne décrivait pas son offre. Il disait tout simplement, je suis spécialisé en propriété intellectuelle, sous-entendu, vous savez bien ce que c'est. Or, aujourd'hui, on sait de moins en moins ce que c'est. Il y a des domaines comme ça qui évoluent énormément. L'API, maintenant, c'est pas que de l'API, c'est de l'IT aussi, c'est des nouvelles technologies, c'est la data, c'est pas mal de choses. Est-ce qu'on peut développer tout cela? Est-ce qu'on peut présenter des offres? Et puis, le client s'attend à avoir
éventuellement une notion de, non pas de tarif horaire, parce que ça, on l'a dit suffisamment ce matin, c'est un animal en voie de disparition, le tarif horaire, bien que le temps passé soit toujours un outil qui permet de mesurer son activité et sa rentabilité, par contre, c'est de moins en moins un outil commercial. Donc, il va falloir quand même, à un moment ou à un autre, dire, ben voilà, mon offre, elle se découpe en produits, désolé de parler comme ça, mais il le faut aujourd'hui, et ces produits, ben, le panier moyen, c'est tant, et j'arrive à en vendre tant parce que j'ai 0, 1 ou 2 collaborateurs. Et c'est uniquement avec cet effort-là qu'aujourd'hui, on est capable d'aller voir des futurs associés, et crédibles, d'aller voir un banquier pour qu'il finance. Le gros problème des cabinets avocats aujourd'hui, surtout à Paris, c'est quoi? Désolé, mais le gros problème des cabinets avocats aujourd'hui, c'est qu'ils attendent, vu qu'ils sont confrontés à des charges importantes, ils attendent des nouveaux arrivants une rentabilité immédiate. Souvent, on fait pas mal de rapprochements avec mon associé, de recherche d'associés, etc. On nous dit, oui, mais il fait quel chiffre d'affaires? Il y a certaines activités dans lesquelles il fait déjà du chiffre d'affaires, d'accord? Mais il y a d'autres activités qui sont prometteuses et dans lesquelles le chiffre d'affaires, il est à venir. Ce n'est pas le passé, c'est l'avenir qu'on va chercher. Or, combien de cabinets aujourd'hui sont capables de dire, ok, nous on va faire venir tel nouvel associé, il va développer pendant 1 an, 2 ans, et nous tous, la collectivité, on est capable de financer et de faire l'effort de financement de cette nouvelle activité pour intégrer dans la valeur de notre entreprise cabinet d'avocats. Et tant qu'on n'aura pas passé ce cap, il y aura un frein au développement des cabinets, parce que si on est juste en juxtaposition, comme on peut l'être en association ou en cabinet groupé, celui qui n'est pas concerné, il va dire, mais pourquoi moi je sacrifierais une partie de mon revenu ou de mon résultat à faire venir un nouvel associé? S'il n'y a pas une réflexion globale sur l'objectif du cabinet dans lequel je suis, on va passer à côté de quelque chose, on va passer à côté de talents qui vont aller voir ailleurs et qui vont trouver preneur à un moment ou à un autre. Et donc, aujourd'hui, on pousse, nous, les cabinets, à dire, on va faire l'investissement sur un nouvel associé, alors qu'après, on convienne avec lui que pendant 1 an, 2 ans, il va être off counsel. Les avocats sont très forts pour trouver des noms, un peu de substitution, avocat associé en industrie, off counsel, etc. Mais le tout, c'est de dire combien ça va. Il va falloir investir et comment va-t-on s'adresser aux financiers ou aux banquiers pour qu'ils financent cet effort? Ou combien va-t-on, Caroline citait ce matin dans la table ronde ce fameux cabinet qui a beaucoup investi en Chine, combien sont prêts à sacrifier les associés du résultat pour pouvoir mener à bien ces projets? Et si ce n'est pas des projets partagés et le bien de tous, ben ça ira à l'échec, forcément. Donc l'objectif aujourd'hui est fondamental, qu'on soit seul ou avec des associés. C'est vrai que seul on a plus de chances de se mettre d'accord. Et encore. Mais c'est la première chose. Donc construire sa stratégie, son plan d'action, ça c'est également un incontournable. Alors ça se découpe en pas mal de choses. D'abord, la stratégie, est-ce qu'elle est à 10 ans? Est-ce qu'elle est à 5 ans? Est-ce qu'elle est à 3 ans? Il y a du court terme, du moyen terme et du long terme dans une stratégie. Et là aussi, il y a un travail à faire pour poser les jalons de son développement, les cibles que l'on va avoir. Est-ce que ma stratégie, par exemple, ça va être dans la matière ou dans le domaine que j'ai choisi, d'aller choisir d'abord et avant tout des prescripteurs. Si je suis, par exemple, spécialisé dans la fiscalité indirecte locale, j'ai peut-être intérêt à m'adresser à la masse de mes confrères et à la masse également des experts comptables, parce que j'ai un domaine tellement ciblé et tellement spécialisé que aller chercher, à vrai dire, le client final, c'est pas trop le problème. Le tout, c'est de se faire connaître dans son domaine, dans sa niche, pour pouvoir avoir des partenaires, des prescripteurs qui vont vous amener du développement. Par contre, si je souhaite développer et créer un cabinet qu'on appelle full service, la tâche est plus rude, parce que non seulement il faut aller constituer l'équipe, la Dream Team, en laquelle on a confiance, et dans laquelle chaque membre a confiance envers les autres. C'est pas tout monter une équipe, il faut également avoir des éléments de cette équipe qui soient, on va dire, de niveau équivalent, pour que la confiance se crée entre associés.
On voit encore trop souvent des cabinets, y compris des cabinets de renom et importants, dans lesquels les associés du cabinet vont confier des dossiers par manque de confiance ou de connaissance de leurs propres associés à l'extérieur du cabinet. Je suis sûr que vous avez en tête des exemples là-dessus. Et ça, c'est dommage. Mais c'est parce que, là aussi, on n'a pas su construire une stratégie, intégrer des équipes dans lesquelles on a confiance. Et tout ça, c'est un travail de longue haleine. C'est pour ça que le plan ne peut pas être un plan à court terme, ni même à moyen terme. C'est qu'il faut forcément viser un plan à plus long terme. On peut même viser les 10 années. Et puis, une fois qu'on a déterminé cette stratégie, ce plan d'action, qui lui peut être un plan d'action biennal, triennal, on va pouvoir derrière y mettre sa stratégie com pour pouvoir se faire connaître, on va pouvoir y mettre les moyens, les outils. Je suis encore sidéré par le nombre de cabinets qui aujourd'hui se créent, y compris par scission avec d'autres, sans mettre rapidement en place de nouveaux outils. Vous en avez témoin, vous, chez Xenia, mais vous rencontrez, je suppose, encore beaucoup de cabinets non équipés. D'ailleurs, on peut poser la question dans l'Assemblée, qui dispose d'un outil de gestion aujourd'hui spécifique métier. C'est un bon exemple. C'est un bon exemple. Aujourd'hui, pour nous, il est inconcevable, pour toutes les bonnes raisons qu'on a évoquées ce matin, aujourd'hui ne pas démarrer avec un outil métier. Et là, je ne parle même pas de Diapaz, je parle de tous les métiers. Vous avez aujourd'hui 15 outils métiers, je crois, répertoriés, à peu près, qui ont pignon sur rue. Donc c'est quand même incroyable qu'on ne trouve pas son bonheur. Et au niveau, c'est tout simplement par manque de temps d'investissement. En tout cas, moi, ceux que je rencontre, c'est souvent un manque de temps. C'est-à-dire qu'on est tout de suite dans la prod, on est tout de suite angoissé à trouver les premiers clients et à les servir. Et puis, on se débrouille avec ce qu'on a, un tableau Excel, des copier-coller de factures dans Word, etc. Et on se limite souvent à ça. Et c'est bien dommage parce que s'il y a bien un moment privilégié dans lequel on peut mettre en place une vraie organisation, c'est bien le moment du démarrage. Peut-être que tu veux en parler, parce que j'ai beaucoup parlé. Comme on parle des moyens. Pour démarrer, effectivement, un des premiers points techniques quand on va s'installer, ça va être effectivement, en premier lieu, la connexion Internet. Aujourd'hui, la plupart des outils qu'on utilise, la téléphonie est devenue sur Internet, les logiciels sont en SaaS. Donc un des premiers points à vérifier, c'est effectivement aller voir l'éligibilité du site, voir si effectivement on dispose d'une connexion Internet qui est fiable. Parce que si on a de jolis locaux et qu'effectivement derrière on a une connexion qui ne fonctionne pas et qu'on a du mal à travailler, c'est un peu compliqué. Notre expérience, en fait, nous on a remarqué qu'aujourd'hui le premier critère de sélection, c'était sur le slide suivant, je pense qu'on va pouvoir avancer sur le slide suivant. Donc choisir son lieu d'implantation. Installation physique ou virtuelle. Nous, notre recul, en fait, c'est que la plupart des cabinets qu'on reçoit et qu'on aide à s'installer, leur premier critère de sélection, ça va être en fait l'implantation du cabinet. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais grosso modo, ils veulent le 8e, le 16e, joli plafond, une secrétaire sympa, et effectivement, nous on s'est rendu compte que vraiment c'était secondaire. Selon Hubert Strauss, au départ, peu importe le local, ce qui compte, c'est proposer une prestation de qualité au bon prix. Un client satisfait le fera savoir autour de lui et forcément ça vous apportera des nouveaux clients. Vous pouvez vous installer en sous-location, en bureau de surface partagé, en cabinet groupé. Après, il y a de nouveaux usages qui arrivent, tels que le télétravail, le home office. Est-ce que certains d'entre vous travaillent depuis la maison, arrivent à travailler depuis la maison avec les outils qu'ils ont aujourd'hui? En partie, oui. Avec des outils grand public. C'est-à-dire la suite Office, puisqu'on est chez Microsoft. Ah oui. Voilà. Enfin, je vois que vous êtes sur Mac. Oui, j'ai pas d'Office. D'accord, pas d'Office. Ok, c'est un peu... Et lorsque vous travaillez vos données, elles sont hébergées où? Sur des drives de Microsoft? Actuellement, ouais. Là, je suis en train de mettre en place tout un système. Donc là, aujourd'hui, c'est artisanal. C'est comme... là, j'utilise du cloud. D'accord. En France? Les données sont hébergées en France? Ouais. D'accord. Pour le moment, mais voilà, après, il va falloir structurer ça, effectivement, parce que ce que vous décrivez, c'est ça. Pour le moment, c'est la gestion artisanale avec Word et Excel. Voilà. Et ça prend beaucoup de temps. Exactement. Du temps de production.
Ça prend du temps à faire les factures. Vous avez un modèle de facture, j'imagine, qui est à chaque fois... ok. D'accord. Okay. Alors, on parle des locaux, c'est pas si anecdotique que ça aujourd'hui. Il y a une réflexion là-dessus. On voit des comportements vraiment, comme nous touchons pas mal et Paris et la province, on voit des comportements très différents. Et vous comprenez pour quelle raison. Parce qu'à Paris, vous êtes, grosso modo, les locaux coûtent 6 à 7 fois plus cher que des locaux en région. Donc on a des phénomènes qui se produisent, il faut le savoir, de délocalisation. C'est-à-dire que certaines équipes sont envoyées ou sont choisies ou sélectionnées en région par certains cabinets parisiens. C'est un phénomène qui a sa réalité, que ce soit en grande couronne parisienne par exemple, ou en province. Avec aujourd'hui 2 heures de TGV pour aller à Rennes, à Bordeaux ou dans d'autres lieux, les moyens de connexion ou d'interconnexion, eh bien il y a des cabinets aujourd'hui clairement qui réfléchissent à cette problématique de coût de surface à Paris et qui, pour certains, prennent des surfaces plus restreintes pour avoir des salles de réunion, point barre, et tout le reste est en dehors de Paris. Donc c'est un phénomène qu'il faut prendre en compte. Le deuxième phénomène, c'est l'adéquation des locaux par rapport à la clientèle. Il est évident que si tel avocat a une clientèle internationale, avec des investisseurs qui sont, on va dire, plutôt des investisseurs fortunés, etc., ou quelqu'un qui fait dans le family office de familles fortunées, ben, c'est vrai qu'on ne va pas lui conseiller forcément d'aller au fin fond du 12e arrondissement ou en banlieue, et lui va plutôt être enclin à prendre des locaux de prestige, on va dire. Mais l'institutionnel, par exemple, aujourd'hui, combien de cabinets d'avocats sont encore dans des locaux surdimensionnés, chers, alors qu'ils ne reçoivent presque pas leur clientèle, puisque la relation avec l'institutionnel, c'est des rendez-vous précis, à des moments précis de la relation avec le client, et qu'il n'y a pas de réception à proprement parler des clients. Donc il y a une réflexion à avoir. Nous d'ailleurs on l'a menée, puisqu'on a quelqu'un chez nous qui est appelé à réfléchir avec nos clients sur les problématiques d'implantation, de relocalisation d'activités de cabinets d'avocats, pour pouvoir justement optimiser cette recherche et cette implantation. Donc c'est un élément important, mais on n'est plus, c'est vrai, dans le modèle unique, triangle, 16e, 8e, 17e quand on est à Paris. Donc on voit apparaître de plus en plus de cabinets dans le 9e, ça c'est dans le second, et puis se répartir un peu plus sur Paris. Mais la réflexion sur les locaux n'est pas totalement à exclure. Quelqu'un qui, par exemple, veut être généraliste, on l'a vu, on l'a cité ce matin, les AGN, Agence des Nouveaux Avocats, eux ont choisi de prendre des boutiques et s'installer dans la rue piétonne du centre-ville de telle et telle ville. C'est une stratégie de présence et d'implantation. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont dans n'importe quel type de locaux. Ils ont des locaux normés, avec un standard de salle d'attente, avec un standard de bureau pour assurer la... Donc ça aussi, c'est une stratégie de positionnement et une réflexion qu'il faut savoir mener, et de dire que finalement l'avocat généraliste de proximité, lui, n'a pas à réfléchir à ça, c'est faux également, puisque aujourd'hui, ce genre de réseau s'intéresse à la clientèle de proximité. Pour en finir sur le télétravail, c'est vrai qu'aussi ça répond à de nouvelles pratiques, qui est la qualité de vie au travail, qui est évoquée dans un autre atelier. Et on voit de plus en plus, en fait, les nouvelles générations, on est passé sur la génération Z, elle ne veut plus travailler jusqu'à 21h ou jusqu'à 22h au bureau, quoi. Donc grosso modo, ce qu'il faut, c'est leur donner des outils de façon à ce qu'ils puissent effectivement prendre le temps nécessaire au bureau pour travailler et avoir exactement la même chose depuis la maison. Donc les mêmes outils pour pouvoir effectivement produire de la même façon ou sans forcément rester jusqu'à des heures indues au cabinet. Et je voulais terminer aussi avec un dernier point. Nous arrive en fait d'installer des clients en ligne, donc ils n'ont pas de locaux, parce qu'en fait ils sous-estiment la difficulté de trouver un local. Donc ils nous rencontrent, ils nous disent voilà, dans 3 mois je vais être installé, j'ai pour l'instant ciblé un local, donc on avance. Et puis on se rend compte qu'au moment du déploiement, le local, non, on n'a pas signé les documents, on n'est pas très sûr en fait. Et donc ce qui est possible d'être fait, c'est d'ouvrir des accès online. Donc la personne souscrit à son nom de domaine auprès de n'importe quel hébergeur OVH.
Ensuite, on crée une adresse mail, on fournit des numéros de téléphone, et aujourd'hui, la téléphonie n'est plus forcément installée en local, comme on l'a connu auparavant, sur des prises en T. Il peut y avoir une téléphonie qui est installée directement sur ce PC ou sur ce PC-là. Moi, j'ai ma téléphonie Skype Entreprise qui est installée sur mon poste. Et donc, l'avantage, c'est qu'effectivement, on va pouvoir, depuis partout, sans forcément que le client le sache, on a un numéro de fixe en 01 ou en 02 si on est en région, et on peut émettre et recevoir ces appels, donc avoir une messagerie qui est active, avoir une téléphonie active, donc faire des cartes de visite, faire un site internet, commencer à communiquer, et puis après, une fois qu'on a ce local, là, à ce moment-là, communiquer un peu plus directement. Voilà pour la partie installation. On passe à la suite. S'équiper, se protéger avec un système d'information complet. Ok, donc est-ce que tout le monde sait, on en a parlé tout à l'heure, qu'est-ce que c'est un système d'information et qu'est-ce qui compose un système d'information? Il n'y a pas de... Vous n'avez pas écouté tout à l'heure? Ok, on va... Alors la première chose qui compose en fait un système d'information au cabinet, c'est le réseau informatique. D'accord? Donc ce réseau informatique, il est branché en règle générale à des serveurs. Ensuite, j'ai une imprimante ou une imprimante réseau, une petite machine à affranchir, un ordinateur fixe et des ordinateurs portables. Le deuxième réseau du cabinet, à votre avis, c'est pas compliqué. Téléphone. Téléphone, c'est ça, Véronique. Non, avant le téléphone, on a un deuxième réseau qui est effectivement la possibilité de se connecter à l'extérieur. Donc c'est un fournisseur d'accès qui nous fournit ADSL, SDSL ou bien fibre, Orange, Free et j'en passe. Donc là, ça va mal. Ouais, ça va très mal. Ensuite, le deuxième réseau que vous avez évoqué, Véronique, c'est la téléphonie via un PABX, un standard téléphonique installé en règle générale pas très loin du standard, fixe, qui permet d'émettre des appels. Sur ce réseau sont installés des téléphones fixes, des fax. On a après un autre réseau. C'est qu'en règle générale, le PABX et la téléphonie, il arrive qu'en fait, le téléphoniste passe par un opérateur pour lui vendre des minutes. Donc on a un autre prestataire qui vient intervenir en fait dans l'écosystème du cabinet. Le dernier réseau, enfin le dernier possibilité de communiquer à l'extérieur, aujourd'hui qui est devenu indispensable, c'est le réseau mobile. Donc un autre prestataire qui vient intervenir dans l'écosystème du cabinet. Aujourd'hui, les bonnes pratiques, on va dire que ce schéma-là, en fait, fonctionne, d'accord? Mais ça a certaines limites. Lorsque moi, je travaillais chez l'ami Wolters Kluwer, j'ai vendu des solutions Cicéron, Lamiotilon, que tu connais très bien. La difficulté quand on est dans des solutions comme celle-ci, d'avoir un serveur et une solution installée en local, le premier point, c'est en fait l'interconnexion entre les prestataires. Parce que quand on a un souci sur le réseau avec un logiciel installé en local sur un serveur, et qu'on va appeler effectivement notre infogérant, il va nous dire non, non, tout va très bien, moi mon logiciel est stable, ou mon serveur est stable. Donc à ce moment-là, on va se retourner vers l'éditeur de logiciel qui va nous dire ah non, non, chez nous tout va très bien. La difficulté, c'est que tout le monde se renvoie la balle et personne ne se sent vraiment concerné. Ensuite, il y a une limite en fait en termes d'activité. Au quotidien, si vous n'êtes pas au cabinet, vous n'avez pas accès à tous ces services. Donc en l'occurrence, à votre téléphonie, à votre système d'impression et j'en passe. Et également concernant la sécurité des données. Parce que le fait que les données soient hébergées en local, sur un serveur local, pour peu que vous n'ayez pas en fait d'externalisation de sauvegarde, s'il y a un cambriolage au cabinet, s'il y a le feu, s'il y a une inondation, c'est déjà arrivé chez certains de vos confrères, vous n'avez plus vos données, vous n'avez plus qu'à mettre la clé sous la porte. Et surtout, il y a certains clients aujourd'hui qui exigent en fait de savoir où sont hébergées les données et comment et de quelle manière elles sont sécurisées. Donc les bonnes pratiques, c'est d'externaliser les données dans un data center en France pour la souveraineté des données, parce que vous êtes avocat, il faut absolument savoir où sont hébergées les données. Disposer effectivement, voir avec ce prestataire où sont hébergées ces données, et effectivement s'il dispose d'un PRA et PCA, donc plan de reprise d'activité, plan de continuité d'activité, de façon à ce que si effectivement il y a un problème sur le data center, donc que ce soit redondé de façon à ce que vous n'ayez pas de perte de production, que vous accédiez à chaque fois à vos services. Et puis ça permet surtout, grosso modo, moi ce que je dis, c'est que lorsque tout ça, tout ce que vous voyez là, le serveur, la téléphonie, le PABX, tout ça en fait est aujourd'hui dans des data centers. Et l'utilisateur final va venir se connecter directement au data center pour accéder à la totalité de ses services.
D'accord? Donc il va pouvoir accéder à sa messagerie partout où il est, il va pouvoir accéder à sa téléphonie partout où il est, il va pouvoir accéder à son logiciel de gestion et travailler de façon transparente. Donc les bonnes pratiques aujourd'hui, c'est ça. C'est trouver un opérateur cloud qui sera en mesure de vous fournir des accès et vous puissiez en fait souscrire à des services, à de la téléphonie, à de la messagerie, à du logiciel, un peu comme Diapas fait. Je crois que vous avez mis en place aussi un système concernant la protection des données personnelles. Oui. Que vous proposez au cabinet d'avocats. Yep. Parce que ça c'est important, ça fait aussi partie de la valeur ajoutée nouvelle des avocats. On va toujours au-delà de l'aspect technique, scientifique, expertise juridique. C'est par exemple ce qu'on est capable de fournir comme sécurité aux données de ses propres clients. Et l'avocat doit fournir cette information. Donc aujourd'hui, RGPD on entend beaucoup parce que beaucoup de cabinets ou d'avocats se sont, on va dire, spécialisés ou se sont intéressés à cette pratique ou à cette réglementation pour le compte de leurs propres clients. Mais je ne sais pas combien de cabinets se sont vus eux-mêmes challengés pour mettre en place une vraie politique concernant les données des clients. Je ne sais pas, parmi vous, est-ce que vous êtes préoccupé de ça pour votre propre cabinet? Et même dans les structures plus importantes, on a relativement peu de réponses à ce sujet-là. Donc je vois fleurir beaucoup d'offres concernant ces questions de la part de cabinets vers les clients, mais les cabinets eux-mêmes ne se l'appliquent pas forcément. Or, à mon avis, pour être crédible sur un certain nombre de domaines, ben, il faut pouvoir se le mettre soi-même en pratique au sein de sa propre organisation. Donc je crois que là, vous avez un accompagnement qui est prévu pour vos clients, si j'ai bien compris, doté de Diapas. Alors, Anaïs peut-être, je pense que tu peux en parler. Ouais. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de toute manière, le RGPD, c'est vous le responsable, enfin, on parle de traitement, et c'est vous, en tant qu'avocat, qui êtes responsable de vos traitements. Le logiciel, le système d'information, il va devoir respecter un certain nombre de sécurités, mais c'est pas parce que vous êtes chez un prestataire qui va assurer cette conformité que vous allez être conforme. En interne, vous avez des choses à faire, vous devez répertorier vos traitements et pouvoir répondre à un certain nombre de questions. Donc nous, on accompagne effectivement sur la partie vraiment système d'information, on répond aux exigences de la CNIL en l'occurrence, mais ça ne vient pas se substituer à vos responsabilités en tant que responsable de traitement. Voilà. Mais effectivement, si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, on a édité un livre blanc sur le RGPD que vous pouvez télécharger sur notre site en l'occurrence, et après on a aussi des personnes spécialisées chez nous qui peuvent aussi vous répondre à un certain nombre de questions. Alors une fois qu'on a Donc ouais, une fois qu'on a défini une sécurité, un système d'information clair, on peut définir des process internes et une organisation. Alors, on a toujours tendance à dire, nous en tout cas quand on conseille nos clients, que ce n'est pas l'outil qui doit faire ou créer les process. Trop souvent, les cabinets d'avocats, mais d'autres organisations également que je connais moins, mais je suis certain que c'est pareil, ont tendance à se dire, je vais prendre un outil, je vais acheter un logiciel, ou je vais m'abonner à un service, et c'est ce service qui va me formater mon organisation. Or là, on va dire, un certain nombre de chances de ne pas réussir l'intégration de son outil. Parce que la première chose auquel il faut réfléchir, c'est à son mode d'organisation, et derrière de coller un outil. C'est l'inverse en fait qu'il faut faire. Alors certains diront que certains outils sont structurants, parce qu'ils laissent peu de place au paramétrage, à l'imagination, à l'adaptation. Mais aujourd'hui, force est de constater que la plupart des outils sont des outils largement paramétrables. Donc si on ne consacre pas un peu de temps en amont à son organisation et à la mise en place de process, eh bien on risque là aussi d'avoir des graves déceptions ou d'avoir des logiciels utilisés à 10% de leur capacité. Parce que finalement, on aura pris le logiciel, mais on ne fera que, grosso modo,
rédiger, stocker un peu de documents à l'intérieur et facturer. Donc stocker un peu de temps passé. Or, tous ces process, quand on fait nous par exemple des missions d'organisation chez nos clients, on réfléchit avec eux à la mise en place de process. Process capture des temps passés, process facturation avec préfacturation, process gestion du poste client avec relance, etc. Process création de dossier, création client. De ça, sur une organisation, qui crée le client? Lorsqu'il y a un nouveau client au sein du cabinet, comment constate-t-on son existence? Ou même le contact. Ou le contact. Et on assiste encore trop souvent aujourd'hui, je ne sais pas si certains peuvent en témoigner, à ce que chacun, de son côté, crée, allez, je crée mon client, peu importe si on risque de créer un doublon parce que quelqu'un d'autre aura créé le même client, mais sous un nom légèrement différent, et on se retrouve comme ça avec des doublons, des triplons, etc. Une base de données, c'est une base de données contact aujourd'hui qui a de la valeur. D'ailleurs, quand on fait des valorisations, là aussi, je reprends l'exemple de Caroline ce matin, quand on fait des avis de valeur, on parlait de chiffres, mais quand on va regarder la base contact, la base client, eh bien ça c'est une vraie valeur pour l'entreprise. Alors il y a des raisons historiques pour expliquer le fait que ces bases contact ou ces outils ne soient pas en place. Et en particulier, cette fameuse juxtaposition d'avocats très jaloux de la propriété de leur clientèle. Et là c'est la mauvaise raison, c'est qu'on a tendance à ne pas donner les infos ou toutes les infos concernant ses propres clients, on ne sait jamais. Et on voit des systèmes imparfaits de gestion de contact dans les cabinets. Parce que un tel gère ça très bien sur Outlook, l'autre sur sa page perso, l'autre sur son smartphone, et peu se consacre du temps, et c'est difficile, hein, mais il faut le faire, à alimenter une base contact. Or, une des richesses de votre cabinet d'instruction, c'est cette fameuse base contact. Et une base contact qui donnera de l'information pour pouvoir derrière faire des traitements. Pas que les traitements comptables, ça peut être des traitements sur des actions commerciales, invitation, envoi d'une newsletter, invitation à un petit déjeuner, etc. Savoir que tel client est intéressé par tel et tel domaine, ou pourrait être intéressé par tel autre domaine. Pouvoir mener à bien, par exemple, une enquête de satisfaction. Tout cela est impossible quand on n'a pas l'outil de base qui est l'outil de gestion de la base contact. Et là, s'il y a un domaine dans lequel un outil tel que Diapaz ou d'autres peuvent apporter un véritable plus, c'est dans le traitement de cette base contact. Et cette base contact, si on la met en place dès le départ, avec ses premiers clients, en y mettant le soin nécessaire à la qualité, à la qualification de cette base contact, on va pouvoir mener à bien des opérations, on va pouvoir gérer une base également de prospects. C'est vrai qu'il y a encore quelques années, le mot prospect est un gros mot dans le jargon ou dans le langage des cabinets d'avocats, c'était proscrit, ça n'existe pas. On a des clients et on ne cherche même pas à aller conquérir les clients des autres confrères parce que ça serait un manque de confraternité. Aujourd'hui, soyons clairs, on a un petit peu quitté ce monde idyllique et on a une vraie concurrence. Donc une vraie concurrence, ça signifie qu'on va gérer des prospects. Si on s'en tient à l'article 10 du RIN, on a le droit aujourd'hui de faire des actions directes, commerciales, des sollicitations directes, des mailings, des invitations. Et donc il serait vraiment dommage, c'est s'amputer d'un outil essentiel aujourd'hui, qui est celui d'une base de prospection ou de travail d'une base client. Parce qu'un client, on peut le reconquérir, il est important de le fidéliser, mais même s'il part, on peut retravailler sa base client pour éventuellement revenir vers un client parce qu'on a une pratique nouvelle ou parce qu'on a une nouvelle organisation qui fait qu'on va mieux répondre aux demandes du client. Alors qu'à une époque donnée, on n'était pas en mesure d'y répondre. Les choses évoluent, l'offre évolue du cabinet et il faut bien aller à nouveau vers ce client ou vers ce prospect. Donc le travail de mise en place de la base contact est une étape essentielle dans la vie d'un cabinet. D'où l'intérêt d'avoir un CRM, donc un Customer Relationship Manager, intégré directement à votre applicatif logiciel. De façon à effectivement, lorsque vous voulez rechercher un contact plus facilement, une catégorie ou autre, en fait, il vous suffit simplement d'aller dans votre outil, de faire des filtres et de retrouver le bon contact avec la bonne catégorie associée. Aujourd'hui, on parle aussi on parlait tout à l'heure, on évoquait le process
de la relation client qui consiste à le facturer, vous ne pouvez pas savoir quel outil de communication est la facturation pour un avocat. C'est à travers sa facturation et la façon dont il exprime ses prestations, dont il les décrit, le narratif, la façon dont les factures sont construites, dans la présentation, mais pas uniquement dans la présentation, dans l'offre elle-même, puisque la tarification, le mode de facturation doivent être partie intégrante de l'offre. Eh bien, c'est devenu un outil de communication avec le client. C'est vrai que c'est l'outil le plus régulier que vous avez dans votre relation avec le client. Donc il faut soigner particulièrement cet outil. Et si on n'a pas un moyen en amont de monitorer l'activité, de la décrire, de justifier, et pas uniquement de justifier en cas de contestation, mais dans la relation au quotidien avec le client, les démarches, les diligences que vous effectuez, ben là aussi vous vous mettez en risque dans votre relation client. Alors je ne parle pas seulement des factures hyper détaillées ou hyper détaillées, parce qu'on revient sur certaines pratiques, où on facturait par exemple la moindre photocopie ou le moindre appel téléphonique. Mais le fait de gérer un poste de coût de revient pour pouvoir ne serait-ce que mieux calculer votre prix de vente, ça c'est un enjeu essentiel. Si on n'a pas mis en place ces outils-là, on ne peut pas valablement travailler sur sa facturation et sur ses objectifs de chiffre d'affaires ou sur sa rentabilité. Ça c'est un grand dada, ça a valu c'est le juridique numéro 2 sur la rentabilité, mais c'est vrai qu'il y a très peu, quand je questionne les cabinets aujourd'hui encore, parce que dans la checklist de questions, il y a toute une partie consacrée au mode de facturation, aux tarifs, etc. Il y a très peu de cabinets qui ont une vraie connaissance de la structuration du prix de leurs prestations. Alors à une époque où on pratiquait des honoraires très confortables, ou des tarifs horaires plus exactement très confortables, ça avait moins d'importance. C'était pas bien non plus, mais ça avait moins d'importance parce qu'on avait une marge confortable. Aujourd'hui où la relation sur les prix est plus tendue avec le client, où il y a une recherche d'optimisation de la part des clients, de négociation des prix, il est indispensable de connaître son prix de revient pour savoir à partir de quand il faut ne plus vendre sa prestation, parce qu'on est en risque, parce que les coûts derrière sont là, et réels. Donc connaître son prix de revient pour fabriquer son prix, c'est indispensable. Je vais évoquer un dernier point. Si je parle d'extranet client, est-ce que ça parle un peu à tout le monde ou bien pas du tout? Tout le monde comprend un peu le concept d'un extranet client? Non, je vais vous l'expliquer. En fait, un extranet client, ça vous donne la possibilité de mettre à disposition des informations sur le même type que du Dropbox, sauf qu'en fait, c'est un espace qui est dédié à votre client. En règle générale, ça part de votre site internet. Vous avez sûrement vu sur certains cabinets d'avocats, espace client. D'accord? Donc en fait, le client clique, rentre un login et un mot de passe et arrive sur un espace qui lui est dédié. C'est séparé en plusieurs parties. En règle générale, il y a toujours un aspect facture, un aspect communication, donc de la news, un aspect document et un suivi de dossier. L'avantage d'un extranet client, c'est que ça évite à vos clients, ou même ça vous évite vous, de perdre du temps à des questions à non-valeur ajoutée. Donc votre client veut accéder à certaines informations, ils sont sur son espace, qui veut y accéder le matin à 8h ou le soir à 2h du matin, ça le regarde et vous, ça vous décharge et ça vous permet de vous concentrer sur des choses un peu plus concrètes. Ça apporte même de la valeur ajoutée. Et ça apporte peut être vendu en tant que tel. J'ai plusieurs exemples, parce qu'on peut le vivre comme un passage obligé pour garder la relation client. Ça peut être même, si c'est bien fait, un plus et une facturation complémentaire. Oui, certains clients ajoutent une ligne de facture, en fait, accès à l'extranet client dans leur facturation. Donc en fait, ils refacturent le service que nous, on leur facture. Donc on ajoute de la valeur. Ça a été le cas de... Ça substitue à un mode de communication, par exemple, en contentieux, des conclusions adverses arrivent, on met sur le... Ça ne dispense pas de... Est-ce qu'ils ont... Vous avez un nouveau document dans votre espace client. Est-ce qu'il y a un message... Comme avec la banque, comme on a avec la banque, où ça ne dispense pas de 6 juin, veuillez trouver un petit mail avec le... En quoi c'est... Quand vous mettez quelque chose à disposition de votre client est informé. Il y a un push d'information. Il y a un push d'information. Est-ce que ça nous dispense dans cette relation client du mail en disant voici les conclusions adverses c'est dans votre relation avec le client, ça apporte tel ou tel aspect auquel il faudra répondre, le commentaire. Il faut pas... On n'est pas juste des facteurs à transmettre d'un doc à un autre.
Ça, c'est votre relation client et la qualité que vous voulez y mettre. Justement, c'est votre valeur ajoutée. Quand on parlait ce matin de valeur ajoutée de l'avocat, et que de plus en plus de tâches, on va dire, administratives, fastidieuses, vont lui échapper, c'est que quelque part, il va aller rechercher la valeur ailleurs. Donc, moi, je crois qu'il n'y a pas de cas général. C'est la discussion que vous allez avoir avec vos clients et l'écoute de leurs besoins qui va faire que vous allez, si leur besoin, c'est de dire, moi, je veux ceinture et bretelles, c'est-à-dire que je veux bien avoir un espace client, mais en même temps, je veux être informé par un courrier ou un mail, etc. À vous de voir dans votre relation avec lui, si c'est un vrai plus, si on peut lui en faire entendre raison, mais il ne faut pas y aller à marche forcée. Ça, c'est évident. Il faut vraiment que ça s'inscrive dans une recherche de qualité de la relation avec le client. Parce que c'est là où il va vous attendre. Et c'est là que vous allez pouvoir développer. C'est comme l'accompagnement. Vous savez, le client, on le voit de plus en plus, hein, ce n'est pas des consultations fleuves de plusieurs dizaines de pages qu'il va forcément apprécier. C'est votre intervention à un moment précis pour lui dire, moi, je serai vous, j'irai pas. Et pour telle raison. Ou alors, je serai vous, j'irai pour telle raison. C'est un peu là qu'on va vous attendre. Donc, ça ne peut être qu'un service plus pour lui le déstresser. En effet, pour vos équipes, peut-être pour être soulagé d'un certain nombre de coups de fil intempestifs. C'est particulièrement vrai en matière contentieuse, vous avez raison. Quand on fait du contentieux, en plus du contentieux de masse avec un institutionnel, de toute façon, si vous ne le mettez pas vous en place, c'est déjà le cas, c'est l'institutionnel qui va vous l'imposer. Et donc, autant prendre les devants et négocier avec lui la mise en place d'un extranet qui lui convienne. Mais sinon, il y en a beaucoup déjà qui mettent en place des interfaces. Nous sommes ici dans les locaux de Microsoft, il n'y a pas de micro, mais Microsoft, par exemple, depuis des années, vous savez qu'un des critères de sélection des avocats qui travaillent, c'est le fait d'accepter que ce soit le système de facturation propre à Microsoft qui soit intégré dans le cabinet. Donc le cabinet n'envoie pas de facture, il saisit sur une interface Microsoft les montants et c'est automatiquement traité par la comptabilité Microsoft de manière totalement dématérialisée. Donc cette technologie, elle vient à certains endroits et c'est client par client, au coup par coup, qu'il faut vous sentir qu'est-ce qui va dans la relation avec le client, on va dire l'intéresser, le motiver ou être un vrai plus pour vous. Ce n'est qu'un outil de plus, en fait. Est-ce que le temps qui... Ouais, on est ouais. Donc effectivement, une fois qu'on a défini ses process internes et son organisation, on va pouvoir travailler sa communication. Donc quel outil choisir, Michel? La communication, ça c'est un gros sujet. Est-ce que vous estimez que vous êtes des avocats communicants les uns les autres aujourd'hui? Et de quelle manière traitez-vous votre communication? Qui a un site internet? Ouais, déjà, qui a un site internet? D'accord. C'est une plaquette en ligne ou il y a déjà vous développez de l'actualité dessus? Il n'y a que vous deux, pardon? Non, vous mais moi, trois, quatre, c'est une d'accord. plaquette. C'est une plaquette en ligne? D'accord. Et est-ce que vous y intervenez régulièrement pour émettre de l'actualité, des informations? Comment le vivez-vous, ce site internet? Comme un passage obligé parce que les autres font pareil? Ou est-ce que vous pensez que c'est vraiment un outil qui peut vous apporter un plus au niveau de votre activité, du développement de votre activité? Pour moi, c'est une question de fond. C'est pas un moteur, c'est un appui. C'est pas sur Internet qu'on va nous trouver, mais une fois qu'on a la relation établie, voilà, on passera éventuellement voir le site Internet, mais ça devient un peu courant, pas non plus très distinctif. On va pas non plus innover dans les rubriques du site Internet avocat, à mon avis. Mais peut-être que justement... Disons que le site internet fait partie d'une panoplie d'actions qui sont nécessaires à vous rendre visible. En fait, le tout, c'est de dire, voilà, il y a 66 000 avocats, qu'est-ce qui fait qu'un tel va venir chez moi plutôt que chez les autres? Et la vraie problématique, c'est ce qu'on appelle le référencement. En fait, le site internet, ou tout le reste, toutes les actions de communication, n'ont qu'un seul but, c'est d'augmenter votre visibilité et votre référencement. La plupart, il y a eu un sondage qui a été fait sur ces questions-là par toujours le Village de la Justice, qui est une très bonne source d'information, et qui montre un peu la démarche des clients qui viennent en direct dans des cabinets avocats
grâce à un site internet, il n'y en a que 5%. Mais c'est un grand maximum. Et encore, c'est dans des domaines bien particuliers, c'est une moyenne. Il est évident que quelqu'un qui va vouloir développer une affaire, développer un commerce, etc., il ne va pas trouver son avocat ou rarement en tapant ces critères-là, parce qu'en plus, ce n'est pas des critères distinctifs. Acheter une affaire, une entreprise, vous pouvez taper cela, vous allez voir que les résultats sont totalement différents de avocat en droit des sociétés. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut jouer sur les mots-clés le plus large possible. Mais le référencement, c'est quoi? C'est la possibilité pour quelqu'un qui a eu votre carte de visite entre les mains, ou qui a entendu parler de vous par une de ses relations. En fait, c'est le bon vieux bouche-oreille amélioré. C'est le bon vieux bouche-oreille amélioré, c'est-à-dire que j'ai vu moi faire par des acheteurs dans des appels d'offres, ou par des, pas simplement dans le domaine public, hein, privé également, ils vont toujours conforter l'information qu'ils ont eue en direct sur un cabinet ou sur l'avocat avec Internet. Et là, sur les 3 premières pages du moteur de recherche, le plus souvent Google, mais il n'y a pas que, qu'est-ce qu'il va trouver, le futur client? Il va trouver deux choses. Soit un avocat qui s'est complètement désintéressé de sa visibilité sur le référencement et sur le net, et donc qui sera référencé uniquement dans Copains d'avant, dans Facebook éventuellement, sur Facebook. Et puis non, maintenant il y a même des plateformes qui te ou des plateformes qui mettent à disposition des numéros d'avocats, mais en fait c'est des 08 derrière qui surfacturent, et en fait vous, ça vous laisse une mauvaise image. Voilà. Donc concrètement, vous laissez votre image en fait digitale à des prestataires qui la maîtrisent pour vous, alors qu'en fait c'est à vous de maîtriser. Il n'apporte aucune information vous concernant. Ou alors, vous travaillez pour que votre visibilité soit meilleure. Et à ce moment-là, c'est animer des formations, c'est écrire, publier des articles, avoir une newsletter, avoir une action régulière, je ne dis pas permanente, hein, parce que quand on est tout seul, c'est vrai qu'à part le week-end et la nuit, il n'y a pas beaucoup de temps pour développer la communication. Mais c'est un effort nécessaire pour que le futur client ou prospect puisse voir autre chose que ces référencements médiocres. D'ailleurs, excuse-moi de te couper, Michel, qui a des campagnes AdWords adossées à ce site internet? Des campagnes AdWords payantes. Vous savez, pour monter le référencement. En fait, c'est Google qui vous propose d'acheter des mots et chaque fois qu'il y aura un clic, vous allez payer. Donc vous n'en avez pas. Donc il n'y a pas de référencement en fait derrière votre site. Un référencement naturel. Référencement naturel. Ouais, avec les mots-clés. Okay. Mais il faut alors, moi je vous conseille le référencement naturel et de ne pas opter pour le référencement payant. Non, parce que c'est une course à l'échalote et c'est toujours celui qui aura le plus payé qui sera en tête, en pole position, vous serez toujours déçu. Et parfois ça peut vous conduire à des coûts, on a parlé de coûts ce matin, de coûts importants. Des campagnes comme celle-ci, payantes, ça peut être de 1 000, 1 500 € par mois au bout d'un certain temps. Donc vous êtes dans des logiques de prix, peut-être qu'il faut consacrer ce budget à autre chose. Et autre chose, c'est faire des actions, organiser des petits déjeuners par exemple, une location de salle, c'est pas hors de prix, organiser un petit déjeuner sur un sujet donné qui est au cœur de votre activité, c'est important. Et c'est de cette manière-là que vous allez de plus en plus être référencé, parce que vous en faites la publicité de ces événements. Et vous en faites la publicité sur votre site internet, sur une newsletter, sur une note que vous envoyez, etc. etc. Donc plus vous serez actif pour vous rendre visible, et plus votre communication sera performante. Tout le reste, les achats d'annuaires, d'espace, etc., ça peut être un temps intéressant si vous en avez les moyens, mais ça peut vite finir par être onéreux. Qui souscrit encore aux pages jaunes ici? De la pub sur les pages jaunes. C'est plus d'actualité. Non mais oui. En province, j'ai la moitié de la salle qui lève la main. Ah oui, parce qu'ils pensent que c'est un des seuls moyens de faire de la pub pour un avocat aujourd'hui encore. Donc ils payent des fortunes aux pages jaunes pour une publicité qui est totalement à côté de la plaque. Donc bien ciblé, et alors faire attention surtout, alors ça c'est peut-être, c'est faire attention à tous les vendeurs de, on va dire, de rêves. On va vous amener plein de clients, vous allez payer tant par mois, ou alors vous allez être publié dans l'annuaire d'Air France, ou dans l'annuaire de tel et tel... il y a pas mal de gens comme ça qui sollicitent les professionnels avec des prix qui ne sont pas forcément élevés. Ça va être 500 €, 700 €, 1000 €, juste des prix pour lesquels on ne va pas hésiter longtemps si on pense que c'est
Or, c'est tout simplement de l'escroquerie souvent. C'est-à-dire que la parution, elle paraît à 100 exemplaires qui sont déposés dans un coin et ça n'a plus de réalité. Donc, faites attention aux vendeurs de mirages en matière de communication. Et votre communication, grâce au net, elle pourra se faire. Il y a par contre des portails de mise en relation. Je ne sais pas si certains sont inscrits sur Jury Travail ou sur d'autres portails de mise en relation. Là, ça peut valoir le coup, parce que dans certains cas, quand on est peu visible, quand on ne fait pas partie d'une structure importante, on peut, par ce biais-là, être sollicité avec des dossiers qui peuvent être intéressants. Moi, j'ai eu des avis. Vous êtes assez... donc, regardez cela, parce qu'il y a des sites qui sont sérieux, des portails qui sont sérieux, qui ne vendent pas du vent. Demandez-leur ou prenez des témoignages auprès de confrères qui ont déjà utilisé ces portails. Ils ne sont pas tous à mettre dans le même panier. Donc ne vous privez pas d'un apport d'affaires qui peut être, quand on est seul ou un cabinet de petite taille, intéressant. Pour les plus grosses structures, je ne vois pas trop l'intérêt. Pour en finir en fait sur cette partie client, en fait une façon simple de pouvoir mesurer en fait ce que vous allez mettre en place, c'était sur le slide d'avant, c'était juste pour terminer, c'est qu'en fait lorsqu'un client va arriver au cabinet, il faudra lui demander par quel biais il est arrivé, tout simplement. Est-ce qu'il vient par un prescripteur, est-ce qu'il vient par un apporteur d'affaires, est-ce qu'il vient depuis le site internet, pour effectivement le flaguer de cette manière-là, donc le noter sur une fiche ou sur un outil ou peu importe, pour qu'après en fait vous puissiez faire du pilotage d'activité et regarder au bout d'un an et demi ou même 2 ans, bon bah voilà, j'ai 30% de mon business qui est arrivé depuis, 5% qui est arrivé depuis mon site internet, j'en ai 15 qui est arrivé depuis un prescripteur, 20 depuis un assureur, Sourcé, oui. Voilà, sourcé pour après se dire bon bah voilà, je vais peut-être appuyer sur l'apporteur parce qu'effectivement il m'a généré quand même beaucoup de business. Donc voilà, c'est avoir la possibilité de mesurer en fait les actions que vous mettez en place. Pas le faire dans le vide. Plus vous serez sur des niches et spécialisées, plus vous aurez de prescriptions, y compris de confrères. Y compris de confrères. Y a-t-il des questions sur des projets qui vous tiennent à cœur, soit en com ou en outils de pilotage ou d'activité? Moi j'ai une question peut-être un peu bête, mais quelle différence vous faites entre prescripteur et apporteur d'affaires? En général, alors ouais, il y en a très peu. Il doit y avoir une nuance. Je pense que prescripteurs, ce sont des professionnels qui vous adressent des clients. Je pense en particulier à la prescription d'autres confrères. Oui. Apporteur d'affaires, ça peut être des courtiers. Alors attention, ça veut pas dire que vous allez leur verser des rétrocessions parce qu'ils se rémunèrent d'une autre façon. Par exemple, un portail de mise en relation, pour moi c'est un courtier parce qu'il vous prend une prestation qui est souvent une prestation de service. C'est pas de la mise en relation, en fait, elle est inclue dans le prix. Oui, c'est son métier. C'est son métier. Voilà. Donc c'est une espèce de courtier. Je sais que dans certains domaines, ça se pratique beaucoup. On parlait tout à l'heure de dommages corporels. Je sais qu'il y a certains courtiers qui se baladent d'établissement hospitalier en établissement hospitalier. Ce n'est pas spécialement ce que j'affectionne le plus, mais ça se pratique. Il y a des courtiers. En matière de ce qu'on appelle le droit routier, ça existe souvent, les apporteurs d'affaires. Mais ça se travaille. Hein. Moi, je préfère travailler les prescripteurs et se mettre en... il y a on parlait d'interprofessionnalité, j'insiste beaucoup sur ces opportunités-là. Le fait de réfléchir à une offre dans laquelle plusieurs catégories de professionnels peuvent contribuer en même temps à développer l'activité, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, qui a été acté par les ordonnances, mais qui n'est pas nouveau. Moi, j'ai le cas, il y a plusieurs années, d'un de mes clients qui était en région et qui avait, à l'occasion d'un contact avec un confrère anglais, eu l'occasion de travailler avec un investisseur britannique qui avait voulu racheter un bien immobilier d'exception. En l'occurrence, c'était un château dans les Pays de la Loire. Et pour y créer une activité d'hôtellerie. Le confrère en question aurait pu se limiter à jouer son rôle d'avocat, rédacteur d'actes. Or, il s'est tout de suite entouré de plusieurs professionnels. Il a servi de tête de pont, il a été chercher un agent immobilier, il a été chercher un architecte, il a été chercher un notaire, il a été chercher un financier, et ils ont monté un pool comme ça de professionnels, et ils se sont mis ensemble à aller rechercher le bien. Et puis ensuite, ils ont proposé différents biens, et une fois que le choix a été fait du bien,
ils ont monté toute une activité conjointe pour mettre en conformité ce bien par rapport à l'activité souhaitée, y compris dans les contrats de travail pour le personnel derrière qui a été... Donc vous voyez toute la chaîne derrière de valeur qui a pu se créer. Au lieu d'en rester à cet exemple unique, comme souvent c'était le cas, hein, eh bien ils ont conceptualisé ensemble, sur un site internet et sur une plaquette, ce travail qu'ils ont fait collectif. Et ils en ont fait la promotion auprès de dizaines de cabinets à travers le monde, à travers des réseaux d'avocats. Parce que la prescription internet par des confrères étrangers marche très bien. Si vous êtes à l'aise avec certaines langues et si vous avez des affinités avec tel ou tel pays, n'hésitez pas à développer un partenariat ou des échanges avec des confrères étrangers, ça marche super bien. Et ils ont fait la promotion. Et ça a tellement bien marché qu'aujourd'hui, ils en sont à leur 12e opération équivalente sur des châteaux, sur des vignobles, sur des biens d'exception. Et donc, ensemble, ils ont pu monter une offre et travailler ensemble, et chacun a fait sa part du marché. Et l'avocat, dans ce cas-là, a joué un rôle nouveau, c'est celui de maître d'ouvrage, maître d'œuvre. Donc, il a coordonné les différents prestataires pour être l'interlocuteur unique, commercial, auprès du client. Et là, je pense qu'il y a un nouveau rôle à jouer pour les avocats, qui va au-delà de cet aspect de technique et scientifique juridique. C'est celui de capacité d'être, on va dire, l'homme ou la femme de confiance, ou le directeur d'une équipe pluridisciplinaire. Et moi j'aime bien cette idée, et je crois que là, on a évoqué ce matin les craintes qu'il pouvait y avoir dans certains développements d'intelligence artificielle, de prédiction, etc. Je crois qu'il y a un déplacement de valeur à faire de la part de l'avocat pour se positionner à un autre endroit. Parce qu'il a toujours ce titre d'avocat, il a toujours ce qui fait sa force, la confidentialité, des éléments, il y a une déontologie, une confidentialité qui font que on va peut-être lui faire plus confiance qu'à un autre professionnel, même si lui-même est garant d'autres intervenants. Voilà, c'est peut-être un peu on fait un peu de prévision ou de vision de ce que peut être l'évolution de la profession. Ça en fait partie. D'autres... Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Oui? Moi, je voulais juste, pour résumer, que vous nous disiez en 2 ou 3 étapes, lorsqu'on s'installe, qu'est-ce qu'il faut, voilà, je commence par quoi, après quoi, après quoi. Donc, pour qu'au moins on ait le process et qu'on puisse le mettre en place de manière progressive, quoi. Alors, pour moi, la première question, c'est est-ce que je m'installe seul ou est-ce que mon travail va être de concevoir un projet pour attirer d'autres confrères dans mon projet. Et donc, sous-jacent à cette première étape, c'est plus on aura écrit son projet, décrit son projet, plus on a de chances de le porter et de faire adhérer les autres. On a remarqué que quand on allait uniquement, on avançait avec ses idées et qu'on confrontait ces idées avec d'autres successivement, ça devenait de plus en plus complexe de sortir un projet. Donc il faut un embryon de projet ou un début de projet, quitte à l'amender parce qu'on rencontre tel ou tel qui va apporter sa pierre. Mais je dirais que aller avec un projet écrit et structurant, c'est déjà un bon commencement. Ensuite, que l'on ait choisi de s'associer ou de s'installer seul, la deuxième c'est à qui vais-je m'adresser et que vais-je proposer. Voilà. Est-ce que je vais proposer... Après, tout est possible. Hein. Avec une nuance aujourd'hui, c'est plus je me spécialise, alors, malheureusement, la mention de spécialité, ça n'a pas été une réussite dans le monde avocat. Combien ont une mention de spécialité ici? Voilà, vous avez la preuve par 9. Ça aurait dû être un moyen de différencier, comme un peu les médecins, généralistes, spécialistes. Les avocats n'ont pas pris ce virage, et donc la mention spécialité, aujourd'hui, elle sert un peu à rien. Et c'est dommage, Mais bon, passons. En tout cas, mon domaine de prédilection, est-ce que je vais vouloir aller sur une niche, ou une niche de niche? Et plus j'irai vers une niche de niche,
plus je pourrai être complémentaire à d'autres confrères. Donc plus je vais me spécialiser, plus je vais toucher la prescription, parce que je vais atteindre un degré d'expertise que ne pourront pas atteindre les autres. Donc je serai sollicité d'une certaine façon, et par des clients en direct aussi, parce que ma spécialité, elle va se faire connaître. Je vais vous donner un exemple de où va se nicher la spécialité. J'ai un de mes clients qui non seulement fait du droit du sport, mais qui a été cherché et qui s'est fait une spécialité dans le sport féminin. Parce qu'il a estimé que le sport masculin était très sollicité, avec des vedettes déjà richement... ça aurait pu être le miroir aux alouettes. Tiens, je vais aller vers le sport hyper professionnel, et où il y a des grosses... Ben non, il a été vers un sport naissant, et voilà, il est comme ça devenu l'avocat de toute l'équipe de France de foot, de handball, d'une surfeuse, etc. Et pour eux, il va négocier avec les sponsors habituels, avec les contrats pour tel ou tel... Donc, vous voyez, on peut chercher des niches de niches. Il faut le sentir, ça. Il faut en fait vivre dans un écosystème pour sentir vraiment. On ne s'improvise pas du jour au lendemain. C'est parce qu'on a été, par exemple, en l'occurrence, sportif de haut niveau et qu'on connaît voilà, un peu où se déplacer, comment aller, etc. Une fois qu'on a positionné sa position, son offre, eh bien, il faut faire son business plan. On ne peut pas faire l'économie d'un vrai business plan sur 3 ans. C'est 3 ou 5 ans. Parce que comme ça, on va pouvoir intéresser et les banquiers et les futurs partenaires s'il y en a. Donc, un business plan avec, non pas les charges d'abord, et puis après, on voit comment on bricole son chiffre d'affaires pour payer le loyer, etc. C'est qu'est-ce que je veux atteindre en combien de temps? Qu'est-ce que je souhaite comme rémunération au bout d'un certain temps? Parce que si on met de côté la rémunération et qu'on ne regarde que les charges, eh ben, au bout du compte, on ne va pas vivre de son métier, ce qui n'est pas le but. Donc il faut mettre un certain pourcentage et dire voilà, moi je veux une rémunération du temps. Et ça devient ce qu'on appelle votre point mort. Et à partir de là, vous allez pouvoir aller chercher le plus que vous avez, le résultat que vous allez pouvoir sortir. Mais ça, il faut le travailler. Il faut ne pas avoir peur de dire au bout d'un an, j'embauche, au bout de 6 mois, j'embauche mon premier collaborateur, ou j'embauche, je le complète par un stagiaire de temps en temps, une assistante. Et quel va être l'objectif de cette assistante? Parce que là aussi, je suis, comment dire, choqué véritablement quand je vois des sites internet de cabinets dans lesquels on met notre équipe. Je clique sur l'équipe et je ne vois que associé, avocat, collaborateur. Le reste n'existe pas. Ça ne fait pas partie de l'équipe. C'est une denrée comme ça. C'est les assistantes, c'est les fonctions support, etc. Or, dans la valeur des cabinets d'avocats aujourd'hui, ces fonctions-là se développent de plus en plus. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en moyenne, à partir d'une 40aine d'avocats dans un cabinet, la structure ne tient pas si elle n'a pas professionnalisé un certain nombre de fonctions. Responsable de com, DAF, responsable de réseau informatique, etc., etc. Donc il y a des choses à mettre en place et il ne faut pas hésiter dans son business plan à dire que, de toute façon, il n'est pas tenable le business plan si on n'y a pas mis les effectifs pour délivrer. De même, si vous mettez un poste 0 à communication ou budget communication, le banquier ne vous prendra pas au sérieux. Ou budget commercial. Je parle trop, on me dit. Non mais voilà, donc ayez un business plan crédible. Il ne faut pas non plus délirer. Hein. C'est aujourd'hui du plus 20% chaque année. Peut-être en période exponentielle de démarrage, ça peut le faire. Mais après, en vitesse de croisière, aujourd'hui, il ne faut pas se lancer à plus de 10-15% de croissance. C'est déjà pas mal. 10% de croissance. En période de croisière, j'entends. Le conseil que je pourrais vous donner, c'est vous avez déjà choisi un nom de cabinet? Non. Alors en fait, ce qu'il arrive assez régulièrement, c'est qu'on choisit un nom sans vérifier la disponibilité du nom de domaine en adéquation avec ce nom de cabinet. Donc il arrive qu'en fait vous choisissez un nom de cabinet et qu'au moment de choisir en fait le nom de domaine, parce que vous n'allez pas avoir une adresse en Wanadoo, j'imagine, ou en Gmail, vous allez avoir le nom de votre structure derrière l'arrobase.
Donc il faut voir la disponibilité. Et donc, De la marque tout court. de la marque tout pas court, que hein. du nom de domaine. Hein. De façon à ce que effectivement vous puissiez avoir effectivement aussi une... Ouais. Tu as tout à fait raison. Et après, je finis, promis. Quand on parlait de la valeur aujourd'hui du cabinet, il y a des éléments, c'est ce qu'on appelle le goodwill. Hein. C'est des éléments incorporels qui viennent s'ajouter à ce qu'était la clientèle avant. En fait, la valeur de la clientèle est substituée petit à petit par d'autres valeurs qui sont plus classiques en entreprise. La marque, le plateau technique, les savoir-faire, le partage des connaissances de ce savoir-faire, pour pas que ça soit dans la tête d'un seul au sein du cabinet, mais que ça soit une vraie valeur du cabinet, ce savoir-faire. Il y a plein de choses comme ça, nouvelles, dans le monde avocat, qui font qu'aujourd'hui, moi je peux dire et certifier qu'un cabinet avocat, une entreprise avocat, ça a de la valeur. C'est une vraie entreprise et ça a de la valeur. Et ceux qui disent non, un cabinet ça vaut rien, c'est ceux qui se sont limités à dire une clientèle ça vaut rien. Et en effet, je confirme qu'une clientèle seule, isolée, ça vaut de moins en moins et ça tend vers zéro. Par contre, quelqu'un qui est associé et qui porte des parts ou des actions au sein d'un cabinet, qui a pris des bonnes pratiques, qui a su capitaliser, patrimonialiser la valeur sur l'entreprise, eh ben, croyez-moi, cette entreprise, elle vaut quelque chose. Merci pour votre attention en tout cas. Merci à vous.